Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une fiche cadeau que je vais vous offrir aujourd'hui, en plus de celle que j'avais faite l'année dernière, et on se retrouve juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Knoll. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative, sur les logiciels de post-production, et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Et aujourd'hui, on va se retrouver sur une fiche pratique, une fiche de la capture à la post-production en photo de paysage. Voilà, alors on va se retrouver avec cela parce que j'ai décidé de refaire cette fiche qui va être vraiment pratique. Si vous débarquez pour la première fois ici, je vais vous renvoyer sur d'autres fiches. Pour ceux qui ont suivi les autres fiches, bien sûr, vous allez avoir des raccourcis et vous allez comprendre la logique de cette fiche-là qui va prendre suite, bien sûr, et qui va bien se coller sur la même playlist. Par ailleurs, je vous ai mis toutes ces fiches pratiques avec les vidéos explicatives dans une playlist bien compactée, ici sur la chaîne, bien sûr. Je vous mets cette playlist tout de suite en haut à droite. Alors, j'ai décidé de commencer cette fiche, bien sûr, avec la prise de vue, la capture, mais en fichier RAW. Fichier RAW que je ne vais pas développer ici aujourd'hui. Je pars du principe que vous savez ce que c'est un fichier RAW, mais j'ai quand même prévu quelque chose. J'avais expliqué dans le détail ce qu'était un fichier RAW, comment l'appareil capturait un fichier RAW. J'avais fait une vidéo bien complète à ce sujet-là, et là, je vous renvoie à la petite étiquette que je vous mets tout de suite en haut à droite, que vous voyez là maintenant. Allez voir cette vidéo si vous ne savez pas ce que c'est qu'un fichier RAW. Alors sans plus attendre, on va commencer cette fiche et on va commencer justement par des réglages avec l'appareil photo, avec l'APN, appareil photo numérique donc. Et là, je vais revenir un petit peu sur ce que j'avais fait sur le mode manuel, puisque souvenez-vous, l'année dernière, c'était en janvier 2021, je vous avais donné une fiche pratique sur le mode manuel, sur mes réglages que j'utilisais en photo de paysage. C'était dans l'objectif de vous partager un petit peu des choses pour vous aider aussi à faire vos réglages, bien sûr. D'ailleurs, cette fiche, elle est ici, la première fiche, bien sûr. Vous avez tous les détails, d'accord, avec une vidéo où je vous explique étape par étape comment j'utilise toutes ces choses-là, bien sûr. Et là, on va en venir aussi à parler à la priorité ouverture, puisqu'en photo de paysage, on va l'utiliser aussi, cette priorité ouverture. Moi, je préconise toujours le mode manuel, bien sûr, mais il peut m'arriver parfois d'utiliser la priorité ouverture. Mais sincèrement, entre les deux modes, j'utilise toujours le mode manuel et il n'est pas plus compliqué que la priorité ouverture, bien au contraire. Bien sûr, le mode manuel, ici ou en priorité ouverture, au niveau du réglage ISO, je vais toujours rester sur les natifs. C'est-à-dire que là, bon, exemple, j'ai mis ici en 100, d'accord, si vos ISO natifs sont à 200, vous prenez 200. Si c'est 64, vous prenez 64. C'est les ISO minimum que votre appareil photo vous permet en fait d'utiliser, d'accord, pour pas faire de bruit. D'accord, on va se comprendre comme ça. Bien sûr, n'utilisez pas les ISO étendus, d'accord, n'utilisez en aucun cas ces ISO-là pour le moment. On va parler des ISO natifs, puisque les ISO natifs, ce sont les ISO qui ont été prévus par le constructeur pour fonctionner vraiment dans les normes. On peut faire quelques tests par moment avec les ISO étendus, mais moi je vous préconise d'utiliser les ISO natifs. Alors, ce qu'on va faire avec le mode manuel, bien sûr, on va passer tout d'abord au réglage de l'ouverture. Vous allez faire l'ouverture avec le réglage manuel, bien sûr. Alors en photo de paysage, je vous rappelle, si on va ici dans ma petite fiche pratique, j'avais dit en grande profondeur de champ, bien sûr, entre F8 et F16, l'idéal étant de F8 à F11, bien sûr. Comme je vous l'avais dit ici, dans certains cas, j'utilise une faible profondeur de champ dans le cadre d'un rendu créatif. Je vous indiquerai de toute façon à la fin de la vidéo où avoir ces fiches. De toute façon, je l'avais indiqué dans les autres vidéos aussi également. Et là, ça va me permettre, une fois que j'ai réglé mon ouverture, de jouer simplement avec le réglage de la vitesse. Soit je serai avec mon APN en stabilisation ou la conversion par rapport à la focale, d'accord, il y a les deux choses-là à comprendre bien sûr, ou soit la plupart du temps, si je suis posé, que j'ai trouvé un peu ma composition, je vais me mettre bien sûr sur trépied. Vous pouvez aller voir toujours la fiche numéro 1 que j'avais faite, bien sûr. J'avais indiqué toutes les choses sur les trépieds, sur les focales, etc.
allez voir cette fiche et allez voir la vidéo explicative parce qu'elle est vraiment très détaillée. Alors bien sûr, là, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va parler aussi du priorité ouverture qui, lui, va un peu varier. On va toujours garder, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les ISO natifs. Donc là, ISO les plus bas pour pas faire de bruit parce qu'on est en paysage, bien sûr. Et que va-t-il se passer? Eh bien là, ça va être tout simple. On va simplement régler l'ouverture. Et lui, l'appareil photo, il va simplement gérer la vitesse tout seul. D'accord? Donc vous prenez le F8, F11 et lui il s'occupe du reste. Par contre, ce qui va se passer, il va régler l'exposition à sa sauce, mais il se peut par moment que lorsque vous allez avoir une photo avec une dynamique assez particulière, une très grande différence entre les hautes lumières et les ombres, il se peut que vous fassiez appel à la compensation d'exposition qui vous permet un petit peu de réguler votre exposition et d'éviter de cramer la plupart du temps. Je vous rappelle que la photométrie et la mise au point, c'est indiqué aussi également dans ma fiche numéro 1. Je vous en parle aussi également dans la vidéo qui est en rapport à cette fiche, bien sûr. La composition, conception et visualisation de la photo avec projection de la post-production. Là, cette fois-ci, vous irez voir la fiche numéro 2. Je vous ai bien expliqué dans le point numéro 8, vous irez voir encore cette vidéo, que la conception de la photo commence à la prise de vue. Ça, je l'avais déjà dit l'année dernière. Vous faites votre composition, vous faites une image vraiment propre, bon, le petit truc habituel, on va dire. Et vous essayez de vous projeter une post-production avec cela, bien sûr. Ça, je l'avais déjà dit l'année dernière. Vous voyez ces deux conceptions, que ce soit en manuel ou en priorité ouverture. Vous avez tous les petits rappels qui sont là, vous vérifiez bien votre photométrie, vous vérifiez bien votre composition et bien sûr vous enclenchez. Donc je vous ai même indiqué ici, que ce soit par trépied ou à main levée. Bien sûr, j'ai moins détaillé que dans la fiche numéro 1 et la fiche numéro 2, puisque j'avais déjà fait 2 vidéos complètes. Elles sont vraiment très détaillées, ces vidéos-là. Et j'avais fait ces 2 fiches, souvenez-vous, bon, c'était le mode manuel et c'était avant de partir en photo de paysage, bien sûr. Donc vous avez ces 2 fiches-là qui sont vraiment les 2 bases à savoir. Une fois que vous avez fait votre fichier RAW, une fois que vous avez enclenché, que vous avez pris vos photos, il y a une chose qui se passe. Vous rentrez chez vous et c'est ça qui est intéressant parce que là, on arrive forcément à à l'étape qui va nous permettre d'élaborer ce qu'on va faire après. Ok, à la capture, on doit être conscient de savoir ce qu'on va faire après en post-production. Mais après, on doit assurer derrière, c'est-à-dire qu'on doit savoir comment utiliser les logiciels, comment utiliser les outils. Ce n'est pas le tout de savoir ce qu'on veut faire, mais il faut savoir le faire aussi. Vous voyez un petit peu le principe, vous pouvez dire, tiens, je vais faire cette photo-là, j'ai une vision pour cette photo-là. Mais malheureusement, si vous n'avez pas les connaissances et les outils nécessaires pour faire votre idée, ça passera pas non plus. La conception d'une image, la capture d'une image, ce n'est pas l'étape la plus compliquée du monde. Je sais, il y a beaucoup de personnes qui vont vous compliquer un petit peu le processus de capture d'une photo de paysage. Mais vous avez vu que dans les différentes fiches que je vous ai établies, en écartant les choses qui sont inutiles, en se concentrant sur l'essentiel, on avance de plus belle. On part de la visionneuse, on va se servir d'une visionneuse, et on va faire des post-traitements basiques dans un logiciel de post-production avec 1 ou 2 effets créatifs sur la photo pour donner un premier jet. Et là, je vous donne un exemple ici, c'est sur une photo, une de vos photos. C'est-à-dire que vous allez prendre un set de photos. Généralement, quand vous allez faire un set de photos en paysage, vous allez avoir une idée sur une photo plus ou moins dans les différentes photos que vous allez prendre. Donc cette photo-là, prenez-la, regardez-la bien dans une visionneuse. Et là, ce que je vous conseille de faire, c'est pas anodin si je vous parle de Luminar AI ici. Pour ceux qui ont Luminar Neo, la version préliminaire, ça pourrait faire l'affaire aussi. Et ce Luminar AI là va me servir pour une fonction qui va être vraiment superbe. C'est l'utilisation des modèles, bien sûr. Et vous avez l'option avec le curseur du bas pour régler la puissance du modèle, bien sûr. Ça peut vous donner un premier jet. Ou vous pouvez jouer aussi également avec le menu édition. Vous rentrez dans le menu édition. Vous mettez un coup d'accent AI, un petit coup de structure AI et un coup d'éclat, d'accord? C'est pas le AI, je me suis trompé, mais bon, vous comprendrez bien, c'est l'éclat tout simplement. Ça vous permet de donner un petit aperçu déjà sur votre image, point de vue créatif, si vous pouvez faire quelque chose en créatif ou si vous allez plutôt faire une correction de tonalité basique. Et là, j'en reviens justement sur une des fiches sur les modèles, bien sûr, avec le Luminar AI, l'usage des modèles. Soit vous passez par l'image catalogue, mais bon là, ici, dans notre cas, ce sera une image individuelle pour faire un test
avec des modèles. Ce sera un choix par proposition ou choix manuel, parce que vous savez, vous avez aussi des modèles que vous pouvez aller choisir directement. Vous sélectionnez l'intensité du réglage général du modèle à l'aide du curseur, le curseur du bas bien sûr. Vous allez dans le menu édition, vous faites une correction d'optique, modification des réglages des outils du modèle, et après, bon, bien évidemment, ça vous donne un petit aperçu. Ça, c'est ce que je vous conseille de faire en rentrant. Bien sûr, cette fiche-là, vous la retrouverez aussi dans la playlist dont je vous ai parlé au départ. Avant de reprendre cette fiche-là, on va aller directement sur cette fiche que je vous avais donnée aussi également, que vous retrouverez dans la playlist, bien sûr. J'avais expliqué comment doit réagir un photographe créatif, surtout dans la photographie de paysage, bien sûr. Parce qu'il y a un processus technique et un processus créatif. Je vous avais dit que dans le processus technique, il fallait un juste milieu, ne pas approfondir les choses que vous n'utiliserez pas à l'instant T, fonctionner par priorité. Ça, c'est vraiment un truc très très important. 2. Créatif, sans déborder dans les excès, connaître ses limites, sans se faire influencer, être capable de s'auto-évaluer en permanence. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo que j'avais faite, avec cette chose-là, avec cette fiche-là. J'ai pris beaucoup de temps à vous expliquer, bien sûr, ces choses-là. Bon, là, je vous parlais des logiciels à cette époque-là. C'était les versions préalables. On avait le Photolab 4, Exposure X6. Maintenant, on est sur la 7, on est sur la 5 ici. Bien sûr, Luminaria, on va pouvoir étendre avec Luminar Neo. On va pouvoir jouer avec les deux softs, bien sûr. Et là, je vous avais parlé à l'époque des panels de luminosité aussi également. Je vous avais expliqué que qu'était un photographe créatif, être capable de visualiser les post-traitements possibles tout en observant la scène devant soi, attribuer les moyens techniques photographiques pour faciliter le processus de post-production afin de ne pas mettre un frein à sa créativité. Les 3 matières à absorber sont la photographie, la retouche, le photomontage avec 2 atouts, et c'est ce que je vous avais dit là, technique et créatif, c'est très très important. Et ne baissez pas les bras, parce que c'est très très important ce que je vais vous dire là. Quand je vous avais énoncé ça l'année dernière avec l'expérience active et passive, avec 2 types de photographes créatifs, avec une expérience active de 2 ans qui travaille 7 jours sur 7 pour le premier, à raison de 20 heures par jour dans ses activités, aura une plus grande maîtrise qu'un photographe avec 15 ans d'expérience passive avec peu d'activité, 3 jours semaine, 5 heures par jour. C'est un petit mot d'encouragement aussi, ça, ce petit passage-là, et je vais revenir un petit peu sur la fiche ici. Vous avez une chance, c'est que le digital est arrivé quand même récemment par rapport à l'argentique, bien sûr, et grâce au logiciel, à la post-production, on a la possibilité de s'étendre dans la créativité. L'évaluation du projet photo, c'est sans dire que j'avais fait aussi une fiche, c'était la fiche processus créatif, de la phase d'entrée à la phase de sortie. Je vous avais fait cette fiche complète, vous irez la voir aussi dans la playlist du départ. Et il y a la vidéo qui va avec, ça vous explique un petit peu comment on utilise ce truc-là. En 4 points, j'avais mis ces trucs-là pour que ce soit facilité pour vous, bien sûr. Et là, bien évidemment, on arrive sur cette fiche ici dans l'évaluation du projet photo. C'est pour ça que j'ai dû réviser mes logiciels que j'avais rentrés dans, comment dirais-je, dans cette fiche-là, avec plusieurs étages, bien sûr, pour finir à la fin avec un fichier master, avec une impression chez soi ou impression par professionnel. Je vous avais même indiqué 2 ordinateurs qui sont aussi d'actualité pour cette année, ça pourra très bien marcher aussi également. Donc n'hésitez pas à aller voir cette fiche. Et là, ici, j'ai fait une petite révision au niveau des logiciels, etc. Alors au niveau de l'évaluation du projet photo, on a plusieurs types. On a la photo basique, qui va se retrouver ici, bien sûr, avec, vous avez l'évaluation projet basique. Qu'allez-vous faire dans ce projet basique? Vous allez faire une correction de la balance des blancs, correction des tonalités, c'est-à-dire vous allez ouvrir vos ombres, fermer l'autre lumière, faire votre point blanc, votre point noir. Vous voyez un petit peu cette petite chose-là, ou bien vous passez par Luminaria, vous faites votre balance des blancs, vous faites un petit coup d'accent, vous allez chercher votre profil aussi de caméra, parce qu'il faut savoir aussi que vous pouvez travailler à partir de votre profil de caméra en premier, et on voit un petit peu ce qu'on peut faire avec cette photo-là. On fait une petite évaluation ici du potentiel de cette photo. Vous voyez, évaluation du potentiel de la photo. Que fait-on? On fait les corrections basiques. Si on fait les corrections basiques, si on évalue que cette photo-là, par exemple, c'est une photo en plein jour,
Au niveau de la dynamique de l'image, bon, il n'y a pas grand chose à corriger, on fait quelques petits trucs vite fait. On n'est pas vraiment dans un cadre où on va prendre une photo de coucher de soleil, où on va avoir une forte luminosité, des ombres assez bouchées, où on va être un petit peu en contre-jour. C'est pas la photo à post-traiter, mais simplement la photo, on va peut-être un peu soigner la composition, faire un petit truc type photo souvenir d'un endroit, on va dire. On va estimer que la retouche est terminée. Voilà. Sinon, si on voit que la photo a du potentiel, si c'est un coucher de soleil, si c'est une heure bleue, si c'est un lever de soleil, s'il y a autre chose, si on veut faire une petite transformation, bah, on continue. Ou si c'est une photo en pleine journée, mais qu'on estime qu'on pourrait faire un petit photomontage pour s'amuser, une image composite, on passe aussi à l'action. Si on estime qu'il y a quelque chose à faire avec cette photo, on continue. Et là, on a deux possibilités. C'est-à-dire que là, soit on sort de la photo pour rentrer dans l'image composite, en créant notre univers complètement imaginaire, en combinant des éléments non présents dans la photo originale. C'est-à-dire que là, dans cette occasion-là, on se sert de la photo comme support. Et on va empiler, ajouter des choses, en utilisant par exemple des calques, etc. Je vous ai mis des petits exemples ici de logiciels, bien sûr. Comme je l'ai fait aussi avec la photo basique. La photo basique, bon, j'ai mis Luminaria et Luminar Neo, DxO Photolab 5, Lightroom Classic, Exposure X7, One Photo 2022. C'est tous les logiciels que je traite sur la chaîne, bien sûr. AC/DC, Capture One Pro 22. J'ai mis même un open source gratuit, Darktable, ici, où vous avez aussi Rotherapy. Je vous rappelle, hein, pour les open source, j'avais mis tous les open source ici, dans une de mes fiches que vous retrouvez là. C'est Rotherapy, bon, Darktable, GIMP, Faston pour usage perso, XNViewP, bon sur Mac, mais vous l'avez sur PC pour usage perso. Mais ici, dans les deux cas, pour Faston et XNView, vous pouvez les utiliser en usage perso. Si vous voulez les utiliser de manière professionnelle, il vous faut une licence commerciale, bien sûr. C'est indiqué sur le site. Ça, je tenais à vous le dire aussi également. Alors, là, on continue ici. Donc, j'en étais sur cette partie-là. Bon, si on part ici dans l'image composite, bon, là, c'est encore une autre histoire. D'accord, on part sur ce système-là. Et on peut sortir sur une solution, par exemple Topaz Labs, pour faire les finitions soit en Digital Art avec Topaz Studio, forcément. Vous pouvez faire un agrandissement avec Topaz Gigapixel ou Topaz Sharpen AI pour la netteté, Topaz Denoise en sortie. Je vous ai mis Topaz Denoise en sortie sur un fichier TIFF parce que moi c'est dans ce cadre-là que je vais utiliser par exemple Denoise en sortie pour enlever du bruit, bien sûr, sur le fichier. C'est dans certains cas, bien sûr, hein. Alors, sinon, je vais utiliser plutôt Pure Raw de chez DxO ou Photolab 5 si c'est un fichier Xtrans, hein, fichier Fuji, afin d'élaborer un DNG linéaire et faire le débruitage en entrée avec correction de l'optique et de la netteté. Alors, bien sûr, en entrée, si je suis en ISO 100 par exemple, j'aurais pas la nécessité de le faire, ou si je veux tout simplement faire les corrections de l'optique avec un petit peu de netteté. Et maintenant avec Pure Raw, il est possible, je vous mets la petite étiquette en haut à droite si vous ne savez pas ce que c'est Pure Raw, de régler le niveau de débruitage. Soit vous prenez la haute qualité, du prime ou du deep prime, bien sûr. Le deep prime est le plus extrême pour enlever vraiment les fichiers qui sont vraiment bruités. Mais là, dans mon cas, si je suis en ISO 100, forcément, je ne vais pas utiliser le maximum de sa possibilité au niveau du deep prime, mais plutôt le HQ, quelque chose comme ça. Voilà. Ça, c'est pour un fichier de démarrage. Mais si vous avez un fichier qui est vraiment très bruité, bon, ça peut arriver pour autre chose, hein, pour des tests ou bien des choses comme ça. Si vous n'avez pas de trépied, que vous voulez monter vraiment en ISO avec une très faible luminosité, ça peut être pratique parce qu'il est très très puissant. Mais sinon, la plupart du temps, ça peut être pratique d'utiliser Topaz Denoise en sortie. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que lorsque les manipulations qu'on peut faire sur une image numérique, bien sûr, comme vous le savez très bien, ça peut ramener progressivement un petit peu de grain sur la photo. Ce n'est pas réellement du bruit proprement dit, mais Topaz Denoise peut bien s'en occuper, bien sûr, ou vous pouvez utiliser un logiciel en manière locale. Si on parle par la première solution, qu'on ne parle pas d'image composite, parce que bon là, vous doutez bien qu'après qu'on aura passé par ces étapes-là, on sera en retouche terminée, bien sûr.
Ou si on ne souhaite pas passer par la solution Topaz, on peut passer directement en retouche terminée. Parce que là, c'est le cas extrême, hein. C'est les cas correctifs qu'on va utiliser ces solutions-là. Ou si on veut ramener encore une autre couche, on va dire en Digital Art, avec Topaz Studio, bien sûr, la version 2. Donc, deux possibilités. Soit vous travaillez sur vos calques, etc., avec les différents logiciels de post-prod et vous passez en retouche terminée. Ou soit vous ramenez une étape supplémentaire et là, cette fois-ci, vous êtes en retouche terminée. Sinon, dans l'autre cas, on continue, on change la couleur, on fait du color grading, réorienter la lumière et les contrastes localement et globalement, jongler avec les éléments, les roches, les sables, campagne, architecture, falaise, mer, flaque, etc. Ou vous accentuez plutôt la couleur plutôt que de la changer. Vous faites de la saturation de la vibrance localisée, vous accentuez la lumière et les contrastes localement et globalement aussi également. Ou vous jonglez aussi comme dans le premier cas avec les éléments, bon, roche, sable, campagne, architecture, falaise, mer, flaque, etc. Et là, cette fois-ci, vous passez soit par la solution Topaz, qui peut être pratique aussi, et vous terminez votre touche, ou vous terminez complètement votre touche ici, et par rapport justement avec ces logiciels que vous aurez utilisés pour faire le changement de couleur, etc., faire toutes les petites choses dans votre logiciel, vous pouvez terminer bien sûr la retouche. Alors bien sûr, ici, on a trois autres évaluations de projet photo. Parce que bon, là, ici, on est passé par la gauche. Mais là, maintenant, on va passer vers le bas. Si vous voulez faire un panorama, bien sûr. Le panorama, soit vous avez deux possibilités pour faire un panorama. Vous allez post-traiter chacune de vos photos. C'est-à-dire, vous allez faire une correction de balance des blancs. Correction de tonalité, bon là ici j'ai mis recadrage, mais bon vous doutez bien ce sera un recadrage quand le panorama sera collé bien sûr. Mais préalablement vous préparez votre balance des blancs sur chaque plan de votre panorama bien sûr. Et vous faites un petit peu de correction de tonalité. Ou si vous faites un DNG bien sûr la correction de tonalité vous le faites après. C'est-à-dire que vous prenez vos fichiers RAW et vous les collez d'abord et après vous faites vos corrections, tonalité, balance des blancs, etc. Ensuite, au niveau du HDR, c'est à peu près la même chose aussi. Vous allez faire ces choses-là, cette correction de balance des blancs, correction des tonalités, recadrage, et tout ce qui est tone mapping, etc. Vous le faites après. Par contre, si c'est du digital blending, là, vous allez commencer à préparer vos fichiers préalablement, d'accord, en corrigeant la balance des blancs, correction des tonalités, voir un petit peu le profil, etc. Et là, après, vous envoyez ça dans Photoshop, par exemple, c'est une des possibilités. Ou ce sera possible aussi également avec Luminar Neo, là ce sera encore autre chose. Et vous empilez les calques bien sûr, je pense aussi à ON1. Et lorsque vous avez fait vos corrections tonales, vous empilez les photos bien sûr. Ensuite, il y a le cadre du focus stacking aussi également. Bon, vous faites les mêmes choses bien sûr, vous empilez avec un focus stacking. Avec les différents logiciels de post-prod. Bon, il y a Affinity Photo que je n'avais pas parlé aussi également dans la liste des logiciels, mais j'en avais parlé, je pense, dans cette chose-là, je pense. Ouais, voilà, dans le photomontage avec Affinity Photo. N'hésitez surtout pas à aller voir le reste ici de toutes ces fiches que j'ai faites et les vidéos qui vont avec. Ça va vous être vraiment très très utile. Ici, j'ai voulu refaire un peu ce plan. Aujourd'hui, ce plan de travail, de la capture à la post-production, une fiche pratique qui va vous être utile, bien sûr. Alors, je me doute bien que là, c'est un peu de la technique aussi. De temps en temps, je fais un petit peu de technique pour un peu revoir ce que je vais faire comme tutoriel par la suite. Car comme vous savez déjà, je fais rien au hasard aussi dans mes tutoriels. Cette année, on va repartir encore de plus belle sur d'autres logiciels aussi également. Mais on va repartir aussi sur certaines fiches par rapport à l'évaluation d'un projet photo. Cette semaine, je vous ramènerai en pratique ce que je vais faire avec une photo. Je vais vous expliquer quelle technique je vais utiliser, pourquoi le logiciel, pourquoi j'avais capturé cette photo de cette manière-là. Ce sera un exercice pratique. On parlera aussi également de composition, bien